Salut la team ancienne star. Gene Lebel est quelqu'un qui a bâti toute sa carrière sur des mensonges sur qui il a battu. À l'été 1990, une rumeur commence à se murmurer dans la communauté des cascadeurs d'Hollywood, bien soudés. Une rumeur sur un vrai combat que personne n'a vu venir. Au centre, deux figures plus grandes que nature. Steven Seagal, la star d'action montante dont la persona à l'écran mélangeait zen et craquement d'os d'aïkido. Et Gene Lebel, le vétéran coordinateur de cascade et judoka légendaire, connu pour sa force tranquille et son autorité tacite. Et il s'approche de Steven, lui met un étranglement frontal, le tire vers lui, le soulève comme ça. Ce qui se serait passé entre eux n'a pas été filmé. Aucun communiqué de presse de studio ne l'a confirmé. Pourtant, des décennies plus tard, l'histoire de ce jour divise encore fans et artistes martiaux. Si Gene Lebel a dit ça, et il l'a probablement dit, c'est un menteur pathétique. Steven Seagal a-t-il vraiment testé ses limites contre Lebel? Lebel l'a-t-il vraiment étranglé, le dur d'Hollywood tout neuf? Certains appellent ça une légende inoffensive. D'autres insistent que c'était un vrai combat. Ce que presque tout le monde a manqué, c'est une rencontre qui pourrait changer la façon dont on voit deux des acteurs d'action les plus célèbres de la fin du XXe siècle. Remontons au début, les prémices du duel. En 1990, Steven Seagal n'était pas juste une star d'action. Il bâtissait une réputation on et off-screen. Connu pour ses compétences en aïkido et sa langue acérée, Seagal se comportait avec une aura d'invincibilité qui ne passait pas inaperçue. Équipe et cascadeurs murmuraient sur son attitude dédaigneuse. Seagal refusait prétendument de retenir ses coups, risquant parfois de vraies blessures pour prouver un point. C'est pendant le tournage d'Out for Justice que la tension a commencé à bouillir. Selon l'histoire, Seagal s'est mis à fanfaronner ouvertement sur le set que son entraînement aïkido le rendait immunisé à certains holds, spécifiquement qu'aucun homme vivant ne pouvait l'étrangler. Certains disent qu'il l'a lancé casuellement, d'autres se souviennent d'un ton plus arrogant, comme s'il défiait quelqu'un de se lever. La nouvelle de ce Clem s'est répandue comme une traînée de poudre. Pour la plupart, c'était juste une autre histoire de dur d'Hollywood qui parle grand. Mais un homme l'entendit différemment. Gene Lebel, une figure légendaire du monde martial. Surnommé Judo Gene, Lebel n'était pas juste respecté, il était craint. Connu pour mélanger judo et catch wrestling, Lebel avait entraîné d'innombrables combattants, cascadeurs et même enseigné quelques trucs à Bruce Lee sur le grappling. Lebel était sur la production comme coordinateur de cascade. Avec sa présence calme et son pédigree de combat réel, il représentait quelque chose que Hollywood voit rarement, une autorité martiale authentique qui n'avait pas besoin d'être vendue. Quand le défi de Seagal lui parvint, ce n'était pas une question d'ego, du moins pas pour Lebel. Selon ceux qui étaient là, l'ambiance devint étrangement silencieuse. Les gens savaient que quelque chose pourrait arriver, même s'ils n'étaient pas sûrs comment ou quand. Les contes diffèrent sur ce que Lebel répondit. Certains disent qu'il haussa les épaules, presque amusé. D'autres affirment qu'il accepta calmement, disant quelque chose comme Bien sûr, voyons ça. Mais ce sur quoi on s'accorde généralement, c'est que Lebel ne chercha pas Seagal. Le fanfaronnade de Seagal invita Lebel à avancer. En coulisses, la tension était plus épaisse qu'on ne le laissait croire. Seagal avait bâti une partie de son image hollywoodienne sur l'idée d'être un artiste martial intouchable, hors de portée des combattants ordinaires. Lebel, lui, avait des décennies d'expérience de combat réel. Sa réputation était forgée dans les gyms et dojos, pas sur des plateaux. Les membres de l'équipe se rappellent des conversations chuchotées, des regards par-dessus l'épaule, attendant ce moment où les paroles rencontreraient la réalité. Dans une industrie où acteurs et cascadeurs appellent rarement les bluffs des autres, ça semblait différent, brut, risqué. C'était comme si tout le monde sentait qu'un moment non scripté allait se dérouler. Le Bel, connu pour sa douceur hors du ring, avait une règle tacite.
Ne défie pas ce que tu ne peux pas soutenir. Pour Seagal, le claim d'être inétranglable était plus qu'une vantardise. Ça testait directement toute la carrière de Lebel, bâtie autour du grappling et des soumissions. De murmures en coulisses à regards nerveux, la question flottait dans l'air. Ce serait un autre mythe hollywoodien, ou le moment où une légende rencontre la réalité. Et ainsi, discrètement, presque inévitablement, Seagal et Lebel montèrent Stax sur le tapis, pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre derrière le plateau, loin de l'appel action du réalisateur, où la réputation seule ne pouvait pas te protéger. Ce qui suivit deviendrait l'une des histoires les plus débattues et racontées du cinéma martial, le vrai combat que tout le monde a manqué. À l'intérieur, deux légendes contrastées, et il avait la légendaire dépend de qui vous croyez, vous savez jusqu'où c'est allé. L'altercation était Steven Seagal avant ce moment calme et tendu sur le plateau. Le contraste entre Steven Seagal et Jane Lebel avait déjà posé les bases de ce qui deviendrait l'une des confrontations les plus chuchotées d'Hollywood. Quand on lui demanda en 2012 lors d'une interview avec Ariel Helwani, Lebel répondit: On a eu un petit altercation ou différence d'opinion. Il y dit: avait 30 cascadeurs et caméramen qui regardaient. Parfois, Steven a tendance à énerver les mauvaises personnes, et on peut se blesser à faire ça. L'ascension de Seagal avait été aussi rapide qu'improbable. À la fin des années 80, il passa de l'enseignement de l'aïkido dans des dojos à des rôles dans des films d'action à gros budget presque du jour au lendemain. Grand, frappant et indéniablement charismatique, Seagal projetait à l'écran une aura de confiance effortless. Mais hors caméra, des histoires commençaient à circuler sur son autoconviction qui franchissait parfois la ligne de l'arrogance. Critiques et anciens collègues l'ont longtemps accusé d'exagérer des parties de son CV martial. Certains questionnaient s'il avait vraiment entraîné avec les maîtres qu'il prétendait, ou si certaines histoires de combat étaient aussi dramatiques qu'il le décrivait. Pourtant, à l'écran, ce mysticisme fonctionnait. Seagal jouait des héros durs et silencieux qui envoyaient les vilains voler d'une simple torsion de poignet, s'intégrant parfaitement à l'esprit action des années 80-90. Ce qui rendait l'image de Seagal si captivante, c'était ce mélange de mystère et de bravade, l'idée que, peut-être, juste peut-être, l'acteur était aussi dangereux que ses personnages. Mais la même confiance audacieuse qui séduisait les fans créait parfois de la tension en coulisses. Des rumeurs circulaient sur Seagal, refusant de suivre les protocoles de sécurité standards, prétendant que les vrais artistes martiaux n'en avaient donc pas besoin. D'autres murmuraient sur des moments où Seagal frappait les cascadeurs plus fort que nécessaire pour prouver un point. De l'autre côté de cette histoire se tenait Gene Lebel, un homme qui ne pouvait être plus différent en style ou en réputation. Plus âgé, plus trapu et moins photogénique par les standards hollywoodiens, mais dans les cercles martiaux, il était légendaire. Un vrai combattant avec des décennies d'expérience en grappling, Lebel avait concouru en judo, entraîné des pros et aidé à introduire les soumissions dans les arts martiaux américains bien avant que le MMA n'explose. Malgré son CV imposant, la réputation de Lebel n'était pas bâtie sur du show. Ceux qui le connaissaient décrivaient quelqu'un avec une confiance calme et joueuse, le genre qui n'a pas besoin de grands mots pour prouver sa crédibilité. Au lieu de raconter des gloires passées, Lebel démontrait des techniques doucement, souvent avec un rire, laissant la compétence parler plus fort que les mots. Cette différence de personnalité comptait. Là où Seagal protégeait prétendument son image férocement, Lebel semblait indifférent à ce que les gens pensaient, sûr de ce qu'il avait déjà accompli. Son humilité le rendait approchable. Pourtant, même Lebel avait des controverses, quoique plus discrètes. Certains dans le monde martial débattaient de son mélange de styles de grappling, se demandant si ça diluait le judo pur. Mais contrairement à Seagal, ces critiques ne venaient pas de Clem que Lebel faisait lui-même. Elles reflétaient des débats dans la communauté sur tradition versus évolution.
Quand ces deux hommes partagèrent un plateau en 1990, ce n'était pas juste une rencontre de styles martiaux différents. C'était la collision de deux philosophies, une bâtie sur la projection, le mysticisme, et des histoires plus grandes que nature, l'autre ancrée dans une démonstration tranquille et une expérience vécue. À la fin des années 80, Hollywood vivait ce qu'on appelle maintenant l'âge d'or du cinéma d'action. Le public voulait plus que des héros bravaches. Il voulait des combattants crédibles. Chuck Norris avait introduit les coups de pied de karaté au cinéma américain. Jean-Claude Van Damme livrait des splits acrobatiques et des coups de pied. Et Seagal arrivait avec quelque chose de différent, un calme de torsion de poignets presque effortless qui sentait le mystère et la mort. C'est pourquoi la crédibilité martiale comptait tant sur le plateau. Être une star d'action n'était pas juste question de look ou de cascade, c'était convaincre les fans que tu pouvais vraiment faire ce que tu montrais à l'écran. Des rumeurs qu'un acteur ne pouvait pas vraiment se battre pouvaient abîmer l'aura qui les rendait bankable. Pour Seagal, dont l'image était bâtie sur l'idée que ses compétences aïkido étaient réelles et inarrêtables, les murmures qu'il pouvait être pris ou étranglé par un grappleur plus âgé comme Lebel étaient au plus que des ragots. Il menaçait de la marque même qu'il avait construite. Pendant ce temps, Lebel ne cherchait jamais la gloire de cinéma. Mais pour les cascadeurs et artistes martiaux d'Hollywood, il était un gardien tranquille de l'authenticité, l'homme qui pouvait entrer sur un plateau et repérer si une technique marcherait vraiment ou si c'était pure chorégraphie. Sa présence gardait les productions ancrées. Elle signalait que derrière la fantaisie, il y avait une vraie technique sur le set, ce qui se passa pendant le vrai combat. Du côté de Seagal, le conte a toujours été simple et direct. Rien ne s'est passé. Au fil des années, il a insisté que la rumeur était inventée par des cascadeurs jaloux avides de l'embarrasser. Selon Seagal, il n'y a jamais eu de vraie démonstration, pas de test, pas de moment de faiblesse, juste des ragots nés d'une envie professionnelle et répandus par ceux qui voulaient pas couper une star réussie en deux. Mais la version de Lebel est plus compliquée, ou plutôt délibérément incomplète. Quand on lui demandait directement, Lebel ne donnait jamais de confirmation ou démenti clair. Parfois, il souriait et disait Les gens aiment parler. D'autres fois, il laissait entendre juste assez pour garder le mystère brûlant. L'humour cryptique de Lebel faisait quelque chose que le démenti catégorique de Seagal ne pouvait pas. Ça donnait envie de croire qu'il y avait quelque chose à l'histoire. Et dans les cercles martiaux, ce silence, le refus de se vanter ou d'humilier quelqu'un d'autre, était vu comme la marque d'une vraie maîtrise. La rumeur ne détruisit pas la carrière de Seagal. En fait, au début des années 90, il menait encore des films à succès et bâtissait une base de fans loyale. Mais parmi les initiés, coordinateurs de cascades, artistes martiaux, gens qui se souciaient plus de la technique que de l'image, ça changea discrètement la façon dont ils le voyaient. Les murmures ajoutaient une couche de doute. Peut-être que la vraie compétence de Seagal n'était pas tout à fait ce qu'elle semblait à l'écran. Dans les forums et dojos du monde entier, l'histoire devint presque un conte de feu de camp. Les jeunes artistes martiaux débattaient de sa vérité tard dans la nuit, échangeant des versions entendues d'un ami d'amis qui connaissait quelqu'un sur le plateau. Certaines versions peignaient Seagal arrogant et imprudent, d'autres malchanceux face à une légende vivante comme Lebel. L'absence de preuves transforma ce qui aurait pu être un moment backstage oubliable en une légende que les gens racontent encore des décennies plus tard. Ce qui garde l'histoire vivante n'est pas juste la question de qui a gagné, mais comment les deux hommes ont choisi de la gérer après. Seagal tint bon sur son démenti, refusant de laisser l'histoire le définir. Lebel choisit l'humour et le mystère plutôt que la confrontation, sachant que parfois le silence parle plus fort que les mots. Aujourd'hui, le récit vit parce qu'il semble plus qu'un simple sparring. Il représente deux mondes qui collident. L'aura soigneusement cultivée de Seagal
de compétences calmes et inarrêtables, et la vieille école de Lebel, où la vraie technique bat la réputation à chaque fois. Seagal était-il si embarrassé par les conséquences qu'il a essayé de couvrir l'incident entier? Ou la rumeur elle-même est-elle la preuve de comment un moment peut façonner une légende? À la fin, la seule chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est ça. Personne ne l'a filmé. Et ce détail manquant a transformé un moment backstage présumé en l'un des mystères martiaux les plus durables d'Hollywood. Conséquences et rumeurs. La confrontation entre Steven Seagal et Gene Lebel a pu se terminer en minutes, mais son écho a duré des décennies. Ce qui suivit fut moins sur les bleus et plus sur la réputation, la rumeur, et comment des histoires chuchotées peuvent façonner un héritage. Ça a commencé discrètement dans les coins du plateau et dans des conversations tardives entre cascadeurs. Ces gens qui passaient leur vie à prendre des coups, chorégraphier des chutes et protéger des stars parlaient. Certains décrivaient ça comme une leçon inoffensive qui prouvait qu'un leading man pouvait être pris par surprise. D'autres, plus amusés que malveillants, prétendaient que Seagal avait été vraiment mis KO. Son assurance perçait pendant un instant. Des murmures comme ça ne restent pas petits longtemps, surtout à Hollywood. Bientôt, l'histoire s'échappa au-delà de l'équipe de cascade, transmise à des journalistes, magazines martiaux, fans avides de vraies histoires derrière les personas d'écran soigneusement bâtis. Et parce qu'il n'y avait pas de vidéo pour confirmer ou infirmer, chaque récit ajoutait quelque chose, un nouveau détail, une punchline plus tranchante, ou un hint d'embarras qui gardait l'histoire vivante. Pour Steven Seagal, les rumeurs créaient un contraste inconfortable. À l'écran, il était le maître aïkido inarrêtable, calme, immuable, intouchable. Hors écran, ces histoires suggéraient qu'il n'était peut-être pas aussi invincible que ses personnages. Au fil du temps, critiques et anciens collaborateurs l'ont peint comme quelqu'un qui exagérait prétendument son background, revendiquant des liens CIA, des histoires de dojo mystérieuses et des combats légendaires que personne ne pouvait vérifier. Pour être juste, Seagal a toujours nié que le duel ait eu lieu et balayé les rumeurs comme de la jalousie. Mais l'idée qu'il pouvait être pris, même une seconde, clashait durement avec le mythe qu'il avait soigneusement construit. Gene Lebel, en contraste, géra la rumeur comme un homme qui n'avait rien à prouver. Quand on lui demandait directement, il ne donnait jamais de confirmation claire ou de démenti. Parfois il souriait et disait les gens aiment parler. D'autres fois, il laissait entendre juste assez pour garder le mystère brûlant. L'humour cryptique de Lebel faisait quelque chose que le démenti catégorique de Seagal ne pouvait pas. Ça donnait envie de croire qu'il y avait quelque chose à l'histoire. Et dans les cercles martiaux, ce silence, le refus de se vanter ou d'humilier quelqu'un d'autre, était vu comme la marque d'une vraie maîtrise. La rumeur ne détruisit pas la carrière de Seagal. En fait, au début des années 90, il menait encore des films à succès et bâtissait une base de fans loyale. Mais parmi les initiés, coordinateurs de cascade, artistes martiaux, gens qui se souciaient plus de la technique que de l'image, ça changea discrètement la façon dont ils le voyaient. Les murmures ajoutaient une couche de doute. Peut-être que la vraie compétence de Seagal n'était pas tout à fait ce qu'elle semblait à l'écran. Dans les forums et dojos du monde entier, l'histoire devint presque un conte de feu de camp. Les jeunes artistes martiaux débattaient de sa vérité tard dans la nuit, échangeant des versions entendues d'un ami d'amis qui connaissait quelqu'un sur le plateau. Certaines versions peignaient Seagal, arrogant et imprudent, d'autres malchanceux, face à une légende vivante comme Lebel. L'absence de preuves transforma ce qui aurait pu être un moment backstage oubliable en une légende que les gens racontent encore des décennies plus tard. Ce qui garde l'histoire vivante n'est pas juste la question de qui a gagné, mais comment les deux hommes ont choisi de la gérer après. Seagal tint bon sur son démenti, refusant de laisser l'histoire le définir. Lebel choisit l'humour et le mystère plutôt que la confrontation,
sachant que parfois le silence parle plus fort que les mots. Aujourd'hui, le récit vit parce qu'il semble plus qu'un simple sparring. Il représente deux mondes qui collident, l'aura soigneusement cultivée de Seagal de compétences calmes et inarrêtables, et la vieille école de Lebel où la vraie technique bat la réputation à chaque fois. Seagal était-il si embarrassé par les conséquences qu'il a essayé de couvrir l'incident entier, ou la rumeur elle-même est-elle la preuve de comment un moment peut façonner une légende? À la fin, la seule chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est ça. Personne ne l'a filmé. Et ce détail manquant a transformé un moment backstage présumé en l'un des mystères martiaux les plus durables d'Hollywood. Conséquences et rumeurs. La confrontation entre Steven Seagal et Gene Lebel a pu se terminer en minutes, mais son écho a duré des décennies. Ce qui suivit fut moins sur les bleus et plus sur la réputation, la rumeur, et comment des histoires chuchotées peuvent façonner un héritage. Ça a commencé discrètement dans les coins du plateau et dans des conversations tardives entre cascadeurs. Ces gens qui passaient leur vie à prendre des coups, chorégraphier des chutes et protéger des stars parlaient. Certains décrivaient ça comme une leçon inoffensive qui prouvait qu'un leading man pouvait être pris par surprise. D'autres, plus amusés que malveillants, prétendaient que Seagal avait été vraiment mis KO. Son assurance perçait pendant un instant. Des murmures comme ça ne restent pas petits longtemps, surtout à Hollywood. Bientôt, l'histoire s'échappa au-delà de l'équipe de cascade, transmise à des journalistes, magazines martiaux, fans avides de vraies histoires derrière les personas d'écran soigneusement bâtis. Et parce qu'il n'y avait pas de vidéo pour confirmer ou infirmer, chaque récit ajoutait quelque chose, un nouveau détail, une punchline plus tranchante, ou un hint d'embarras qui gardait l'histoire vivante. Pour Steven Seagal, les rumeurs créaient un contraste inconfortable. À l'écran, il était le maître aïkido inarrêtable, calme, immuable, intouchable. Hors écran, ces histoires suggéraient qu'il n'était peut-être pas aussi invincible que ses personnages. Au fil du temps, critiques et anciens collaborateurs l'ont peint comme quelqu'un qui exagérait prétendument son background, revendiquant des liens CIA, des histoires de dojo mystérieuses et des combats légendaires que personne ne pouvait vérifier. Pour être juste, Seagal a toujours nié que le duel ait eu lieu et balayé les rumeurs comme de la jalousie. Mais l'idée qu'il pouvait être pris, même une seconde, clashait durement avec le mythe qu'il avait soigneusement construit. Gene Lebel, en contraste, géra la rumeur comme un homme qui n'avait rien à prouver. Quand on lui demandait directement, il ne donnait jamais de confirmation claire ou de démenti. Parfois il souriait et disait « Les gens aiment parler ». D'autres fois, il laissait entendre juste assez pour garder le mystère brûlant. L'humour cryptique de Lebel faisait quelque chose que le démenti catégorique de Seagal ne pouvait pas. Ça donnait envie de croire qu'il y avait quelque chose à l'histoire. Et dans les cercles martiaux, ce silence, le refus de se vanter ou d'humilier quelqu'un d'autre, était vu comme la marque d'une vraie maîtrise. La rumeur ne détruisit pas la carrière de Seagal. En fait, au début des années 90, il menait encore une cire